Même parmi les plus grandes équipes de super-héros comme les Avengers, la Justice League ou les X-Men, il y a quand même pas mal de super-héros qui ne sont vraiment pas respectés à leur juste valeur. Et aujourd'hui, on va parler de 6 héros sous-estimés. Et vous allez le voir, ils sont bien plus puissants que vous ne le pensez. D'ailleurs, il existe des outils qu'il faut vraiment pas sous-estimer, tellement ils sont bien plus puissants qu'ils n'y paraissent. Et c'est exactement le cas de notre sponsor, Odoo. Odoo, c'est le Plastic Man des logiciels de gestion, tellement il peut tout faire. Grâce à ce logiciel tout en un, proposant plus de 45 applications centralisées, tu peux gérer tous les aspects de ton activité. Finance, marketing, compta, ressources humaines et bien plus. Par exemple, tu peux créer ton propre site ultra rapidement en seulement 4 étapes. Tu mentionnes ton type d'activité, tu choisis une palette de couleurs préfaite ou basée sur ton logo, tu ajoutes tes pages et fonctionnalités, et enfin tu sélectionnes un thème, et hop, te voilà avec un site structuré, pro et prêt à l'emploi. Et ce, sans même t'y connaître en code. Et ça, c'est qu'un début, puisqu'à partir de cette base, tu peux ajouter des blocs grâce à un système de glisser-déposer hyper intuitif et absolument tout personnalisé. Images, couleurs, animations, texte, etc. etc. Perso, j'ai fait un article sur pourquoi beaucoup de super-héros sont sous-estimés que je vous conseille de lire. Je l'ai fait assez rapidement et simplement. Et le lien en description. D'ailleurs, le meilleur dans tout ça, c'est que la première application Odoo est gratuite à vie, hébergement et support inclus. Et tu peux même choper un nom de domaine personnalisé offert pendant un an. Alors si toi aussi t'as envie de créer ton site internet rapidement et efficacement, fonce sur mon lien en description. Un grand merci à Odoo pour leur soutien, et nous, on retourne à nos super-héros que le monde devrait enfin prendre au sérieux. Généralement, quand on parle de super-héros sous-estimés, l'un des premiers auxquels pensent tous les fans de comics, c'est bien ce cher Aquaman. Ah vraiment lui, il a une sale image qui lui colle vraiment à la peau depuis au moins l'âge d'argent. Faut dire que ses apparitions cartoon l'ont vraiment pas aidé. Genre, c'est quoi ça? Sérieux? De tous les animaux marins, fallait qu'il choisisse un hippocampe comme monture. Entre ça et tous les cartoons américains qu'il parodie, aux yeux des gens, il a quand même gardé cette image de gros naze ami des poissons, et c'est tout. Sauf qu'Aquaman, c'est bien plus que ça. Et ce, quelles que soient les époques. Rien qu'en termes de force, faudrait peut-être pas trop se moquer, puisqu'on parle d'un roi Atlante capable d'envoyer valser Superman et Wonder Woman à coups de poing. Il peut carrément déplacer une fucking plaque tectonique, ou de faire jeu égal avec un demi-dieu aussi puissant qu'Hercule. Surtout que Hercule chez DC, il rigole zéro, et qu'en vrai, face à Superman, il arrive à lui mettre quelques bons coups sans se tuer les mains, et ça, c'est vraiment pas rien. Même avant le Flashpoint, il rigolait pas quand il imposait le respect à des métamorphes comme le Martian Manhunter, qui se faisait passer pour Superman, et dans l'eau, King Shark, c'était son punching ball. Autant vous dire qu'à l'échelle de la fameuse Power Grid de Marvel, il serait à 7 sur 7 en force, vu que, pour ça, il suffit de soulever plus de 100 tonnes. Et je suis pas un expert, mais je pense qu'une plaque tectonique, ça répond bien aux critères, ou même un sous-marin, et c'est 9500 tonnes en moyenne. Et sa capacité à parler aux poissons, dont tout le monde se moque là, ben c'est pas ça du tout, c'est juste de la télépathie. Et en vrai, quand t'as un mégalodon ou une espèce de kraken à ton service, bah ça donne pas trop envie de se moquer. Parce que oui, toutes les créatures marines lui obéissent, même les plus petites. Alors, fais pas trop malin si tu veux pas te faire étouffer sous l'eau par du putain de plancton. Même les différents peuples sous-marins peuvent entendre télépathiquement son appel. Et des fois ça ne fait aucun sens. Genre ça marche sur des reptiles, ou même des souris, ou des oiseaux. Mais il peut faire encore plus fou. Genre, il peut utiliser sa télépathie pour influencer la partie héritée de nos ancêtres aquatiques de nos cerveaux, pour nous filer une crise d'épilepsie. Et ça se limite pas qu'à ça. Genre il peut entrer en contact avec un anneau de lanterne pour le contrôler, ou carrément lire dans les pensées d'un télépathe, comme le limier martien. Ouais, une dinguerie. En plus, récemment, il a aussi chopé les pouvoirs de sa femme Mera, lui donnant de l'hydrokinésie, mais aussi de la cryokinésie ou de l'hémokinésie à ajouter à son inventaire de pouvoir. D'ailleurs, en parlant d'inventaire, niveau arme aussi, il est bien fourni le boug. Entre son trident de Neptune, qui résiste et renvoie la magie, fait de l'électrokinésie et peut transpercer un œil de Darkseid, malgré ses rayons Oméga, ou bien son trident de Poséidon qui peut changer de forme à volonté, en plus de lui permettre de se téléporter, de geler ses ennemis, de contrôler les tempêtes, ou même d'appeler un tsunami. Et bah avec tout ça, il se met déjà bien. Mais on peut aussi ajouter à son arsenal les super mains qu'il a eu avant le Flashpoint. Genre sa main faite d'eau solide et détachable, qui avait le pouvoir de fendre les vagues façon Moïse, ou de ramener les gens à la vie. Sinon il avait aussi sa main harpon bien pratique pour attraper des gens, ou se balader façon Tarzan, en plus d'être une arme bien tranchante et versatile, en mode perceuse, autant pour percer le sol que pour annuler des attaques ennemies. Ouais, un délire ce truc. Enfin, pas autant que sa main de métal liquide, qui pouvait devenir l'arme de son choix. Donc, vous l'aurez compris, Aquaman est de long bien plus puissant que tout ce que vous pouviez imaginer. Bon, après si vous avez vu le film, vous savez qu'il est pas nul, et il est loin d'être le seul à être sous-estimé. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Lui, vraiment, si t'as pas vu X-Men 97, ni le 2 comics X-Men, t'as forcément la pire image possible du perso. Faut dire que les films de la Fox ne l'ont vraiment pas fait justice. C'était juste le rival amoureux pathétique de Wolverine, et dont la personnalité se résumait à être le toutou de Jean Grey. Et faut voir comment elle l'a super bien rendu, hein. Et même dans les films où il est jeune, c'est pas tellement mieux vu qu'il est secondaire au possible. Enfin bref.
l'adaptation est ratée, et j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Alors que Cyclope, c'est le X-Men, le premier élève et le chouchou de Xavier, leader de l'équipe, qui a évolué en figure révolutionnaire pour les mutants, et il a même été directeur de l'Institut Xavier. Ouais, c'est pas rien. Et ça, il le doit au fait d'être un excellent tacticien, capable d'analyser la moindre situation de combat de manière poussée et réaliste, lui permettant d'avoir le dessus dans des situations où il partait bon perdant. Genre face à des soldats équipés d'une tenue résistante à des rayons optiques, il réfléchit assez vite pour se servir de son environnement pour les assommer ou détruire leur tenue avant de les mettre KO. Face à ses alliés X-Men le prenant pour le Dark Phoenix, il les connaît si bien qu'il arrive à les gérer en même temps et à esquiver la plupart de leurs assauts en se servant aussi bien de ses propres capacités que de son environnement pour au final réussir à calmer la situation. C'est juste un génie tacticien quoi. C'est pas pour rien que pendant l'ère de Krakoa, où les mutants avaient leur propre nation, il était devenu le commandant en chef de Krakoa et qu'il avait pondu ses Summers Protocol en cas d'attaque de kaiju, de géants, de célestes, de sentinelles, etc. etc. Non, sérieux. Rien qu'en lisant cette page, tu captes à quel point il a fait un taf hyper complet. D'ailleurs, je sais qu'il y avait une trend en mode Batman c'était l'élève de Cyclops, et bah finalement, quand on voit les plans de Scott, on pourrait croire qu'il a tout appris au Chevalier Noir. En même temps, faut dire que c'est un sacré leader qui a été à la tête des X-Men, de la Blue Team des X-Men, des X-Factors, des Extinction X-Men et des X-Men Multiverse. Ouais, ça en fait des équipes qu'il a dû gérer, sans parler de son rôle en tant que Captain Krakoa, le héros des mutants, avant que l'ancien Captain Hydra ne lui vole la tenue pour niquer leur réputation. Mais bref, on l'aura bien compris, Cyclope est loin d'être le random qu'il est dans les films, car en comics, c'est un leader charismatique et très intelligent qui a bien évolué depuis ses débuts et n'est resté ni toutou de Xavier, ni celui de Jean. Oui, parce qu'entre Madeline Prior, qui ne savait pas quelle était la clone de Jean quand ils se sont mariés et ont eu un fils, Emma Frost, avec qui il est resté le plus longtemps après Jean et Madeline, sans oublier ses dates avec Colin Wing ou Lee Forrester, il s'est bien mis le boug. Et puis Scott Summers, c'est pas qu'un BG charismatique et tacticien, c'est aussi un mutant alpha au pouvoir bien plus intéressant et efficace que ce qu'on a pu voir en film. Alors, ok, c'est puissant, genre ça crée des tunnels dans les montagnes, ça repousse Hulk, ou ça fait un peu cramer la peau de War Hulk, et à pleine puissance, ça peut même détruire une forme d'apocalypse. Mais ce n'est pas juste ça, vraiment. Faut pas voir ces rayons comme des trucs forcément destructeurs, puisqu'il les contrôle si bien qu'il peut autant s'en servir pour dégommer des trucs avec précision que juste pour faire planer un de ses potes, juste pour le lol. Parce qu'il peut aussi bien faire de tout petits rayons que de larges blasts avec parfois une distance de dingue. Et dites-vous qu'en plus, il a assez d'énergie pour tirer à pleine puissance et en continu sur un mutant absorbeur d'énergie comme Bishop au point de carrément le surcharger. Alors qu'à côté de ça, s'il veut, avec sa visière, il peut gérer sa puissance pour juste ralentir la chute d'un de ses alliés, par exemple. Ouais, une dinguerie. Le plus fou, c'est de voir à quel point il peut être créatif avec ses rayons. Genre, faire des ricochets, c'est un jeu d'enfant pour lui, et parfait pour prendre ses ennemis par surprise. Sinon, il sait aussi bien s'en servir au corps à corps, ou de manière aussi étonnante que destructrice, en concentrant ses rayons à travers le pare-brise spécial du jet des X-Men, ou carrément à travers les murs de glace d'Iceman. Genre, s'il veut, c'est l'étoile de la mort le type. Alors, évidemment, quand il a eu la Force Phoenix, c'était devenu un vrai monstre de puissance, vraiment hyper dangereux, même pour les Avengers. Et ça, ce pauvre Xavier, il en sait quelque chose. Résultat après ça, il avait gardé un bon boost de puissance, de quoi le rendre encore plus destructeur avec ses rayons, au point de même blesser un être, comme dans Mamou. Donc ouais, le Cyclope des comics est à des années-lumière de ceux des films. Heureusement que la série X-Men 97 existe pour mettre un peu de respect sur son nom. Bon, alors là on va s'attaquer à un gros morceau, et selon moi, c'est l'exemple parfait des super-héros sous-estimés en termes de puissance. L'image que vous avez d'elle est sûrement celle des films X-Men des années 2000, où basiquement, elle est montrée comme une mutante qui a un toucher mortel, et qui, du coup, a peur de ça et veut se débarrasser de son pouvoir. On la voit copier par moments les pouvoirs de certains personnages, comme Logan pour se soigner. Mais à part ces quelques moments, on retient surtout d'elle qu'elle a peur et qu'elle ne veut pas son pouvoir. Alors qu'en comics, c'est très différent, et je pense que vous n'imaginez même pas à quel point elle peut être forte. Pour vous dire, dans ma vidéo sur Goku et Vegeta versus l'univers Marvel, j'avais dit qu'elle pouvait leur causer de gros problèmes. Déjà, Malicia, c'est pas une petite meuf qui a tout le temps peur et qui veut se débarrasser de son pouvoir. C'est une femme forte et indépendante qui a des feats de puissance plutôt stylés. Et son pouvoir, d'ailleurs, c'est pas aussi simple que je touche quelqu'un, il a très mal et j'ai ses pouvoirs pendant une très courte durée. Non, Malicia, c'est une mutante qui a un pouvoir d'absorption hyper complexe. En te touchant, elle va pouvoir récupérer tes pouvoirs, mais pas que. Elle va aussi récupérer tes aptitudes sur comment utiliser tes capacités, mais aussi ta personnalité et ta mémoire. C'est d'ailleurs pour ça que dans X-Men vs Street Fighter, elle peut copier diverses techniques comme le Hadoken ou le Shungoku no Satsu. Donc ouais, en te touchant, elle va tout absorber de toi, que tu sois un humain, un alien, avec des pouvoirs
ou non. Et son champ d'action, c'est pas juste des super pouvoirs. Si elle touche le fauve, elle peut par exemple récupérer sa connaissance, sa mémoire et tout. Ça, c'est pour le côté temporaire, mais dites-vous que selon les époques, elle a déjà gardé certains pouvoirs pendant quasiment tout le temps en fait, comme ceux de Captain Marvel, Wonder Man ou encore Sunfire. Ce qui lui donnait des capacités pas dégueu du tout, comme une super force, vitesse, endurance et résistance. Elle pouvait aussi voler, tirer des rayons d'énergie ou encore être insensible à la télépathie. Grâce à cette batterie de pouvoir, elle a pu faire des trucs vraiment pas mal, comme tenir tête au fléau, repousser violemment Hulk, passer tranquille à travers le crâne du Red Onslaught ou encore soulever des dizaines de tonnes. Et je vais pas faire la liste de tous les pouvoirs qu'elle a pu absorber au fil des années, car ça serait vraiment beaucoup trop long, mais beaucoup de mutants y sont passés, comme Wolverine, Charles Xavier ou Gambit, et plein d'autres personnages comme She-Hulk, Captain America, Thor ou encore le fléau. Et truc de fou, c'est qu'elle peut absorber plusieurs pouvoirs différents, ce qui lui permet d'être encore plus redoutable. Mais le pic de sa puissance, ça a été quand elle absorbait les pouvoirs de presque tous les Avengers de la planète, et de beaucoup d'X-Men, pour repousser un Céleste arrivant sur la Terre. À ce moment-là, elle était vraiment pétée, mais ça n'a pas duré très longtemps, car c'était compliqué pour elle de gérer toutes les différentes voix et personnalités dans sa tête. Et même si au final, c'est Sentry qui a vraiment dégagé le Céleste, et que Wanda a redonné les pouvoirs à tout le monde, bah elle a quand même gardé ceux de Wonder Man. Et après ça, elle a aussi récupéré une nouvelle fois ceux de Captain Marvel de façon permanente. Et d'ailleurs, vous vous rappelez du fait qu'elle peut toucher personne, sinon son pouvoir s'active instantanément? Et bah ça, c'est fini. Maintenant, son pouvoir d'absorption fonctionne aussi à distance, et elle a fini par avoir le contre-dessus, ce qui lui permet d'avoir un contact physique avec n'importe qui. Et en vrai, sa seule faiblesse, c'est pas le toucher, mais le fait d'absorber la personnalité des autres. Genre vraiment. C'est horrible pour elle, et la première fois qu'elle avait absorbé les pouvoirs de Captain Marvel, ça lui avait donné un sacré trouble de l'identité, où elle se prenait carrément pour Carol. MDR, tu m'étonnes qu'elle était perturbée quand elle a pris les pouvoirs de presque tous ses potes face au Céleste. Vous comprendrez donc pourquoi elle est bien plus puissante que ce que vous pensez. Juste en forme de base, donc avec les pouvoirs de Captain Marvel et de Wonder Man, elle est extrêmement puissante et a des pouvoirs variés. On est bien loin de sa version des films, et si vous voulez une meilleure représentation du personnage, je vous conseille la série X-Men 97. C'est vraiment super bien, et elle est bien mieux représentée que dans les films. Alors lui, je pense que peu d'entre vous le connaissent, et si c'est le cas, vous devez sûrement vous dire que c'est un personnage comme Mister Fantastic, mais en nul, vu qu'il est ultra goofy, et semble pas aussi intelligent que le chef des 4 Fantastiques. Donc voilà, il a juste un pouvoir d'élasticité, et puis pas grand chose à dire. Ouais. Bah en vrai, je pense que vous n'avez jamais autant sous-estimé un personnage de chez DC. Après un braquage raté et une tentative d'évasion de prison, Patrick O'Brien est tombé malencontreusement dans une cuve de produits chimiques. Sauf qu'au lieu de mourir ou de devenir genre le Joker par exemple, ça lui a donné à la place un pouvoir d'élasticité comme vous n'en avez jamais vu. Grâce à sa physiologie unique, Plastic Man peut transformer son corps en absolument tout ce qu'il veut. Que ce soit des objets, des véhicules, des êtres humains, des meubles, des vêtements, le mec, il peut tout faire. Et mis à part le coup des vêtements, qui est vraiment très chelou, je pense que c'est l'un des héros de DC les plus goofy qui existent. Vraiment, il est trop marrant. Parmi les trucs les plus drôles en quoi il s'est transformé, on peut citer un lance-pierre géant, un chat, un dragon, et attention, celui-là c'est mon préféré, Optimus Prime et Iron Man. Vraiment, je l'aime trop. Et du coup, vous l'avez compris, il peut manipuler sa taille à sa guise. On l'a déjà vu prendre une forme gigantesque pour affronter un Martian Manhunter possédé et enflammé, ou encore pareil, une autre forme énorme et assez terrifiante. Donc voilà, il peut être ultra bourrin et gérer plein de trucs en même temps. Puis d'ailleurs, truc chelou, il peut faire des attaques tranchantes. Alors que le gars, il est élastique quoi. Et cerise sur le gâteau, il a pu neutraliser le Flash de l'univers d'Injustice de manière assez dégueu, faut avouer. Il lui a quand même dit bouge pas trop, sinon je peux te retirer une partie du cerveau. Non vraiment, t'as Injustice, Plastic Man était exceptionnel. Il peut donc être très fort, et peut se camoufler en ce qu'il veut, mais c'est pas tout. Loin de là, car, grâce à son pouvoir, Plastic Man est théoriquement immortel et invincible. Mais genre, vraiment, hein, il s'est déjà fait casser la gueule violemment, histoire de trouver des méchants arrêtés, et il s'est rétabli en quelques secondes, comme si de rien n'était. Il s'est déjà fait brûler, taser, tirer dessus, ou même écrasé, à chaque fois il a réussi à se rétablir quasi instantanément. Mais le plus fou, c'est que lors de l'événement Obsidian Age, où la Justice League a été renvoyée dans le passé, Plastic Man a à un moment été congelé, cassé en morceaux, puis jeté au fond de l'océan, et quand la Justice League est revenue dans le présent 3000 ans plus tard, ils ont rassemblé ces morceaux. Et le mec, il s'est parfaitement régénéré. Mais le plus fou, dans cette histoire, c'est que pendant tout ce temps, et bah en fait, il était conscient. Et pour le coup, c'est assez triste parce que ça l'a bien affecté mentalement. La technique de le refroidir et de le briser en morceaux, ça faisait d'ailleurs partie du plan de Batman pour le vaincre. Car ouais, le Chevalier Noir avait un plan pour le battre, qui d'ailleurs a été mis en exécution par Ra's al Ghul lors de l'événement La Tour de Babel. Ça l'a stoppé, mais il a pu recoller les morceaux grâce à Flash et il s'est régénéré. Mais quand même, hein, si un gars comme Batman a élaboré un plan pour te vaincre, c'est que tu représentes une grosse menace. Et bon, vu que le congelé ça fonctionne sans vraiment fonctionner, je me demande bien qu'est-ce qui pourrait l'arrêter si un jour il devenait méchant. Si vous avez des idées,
Dites-le moi en commentaire. À part évidemment le virus de Disease, car ça, c'est un peu triché, et en plus ça le rend turbo flippant. Genre, sérieux, le truc c'était une horreur, t'as pas envie de voir ça. Susan Storm, alias la femme invisible, c'est je pense le perso des 4 fantastiques dont on parle le moins, alors que très honnêtement, c'est peut-être la plus forte du groupe. Ah mais je vous jure, vous n'imaginez même pas à quel point elle est puissante. Et je pense que les premiers films 4 fantastiques ont du sang sur les mains. J'aurais fait juste ces vieux boucliers qui marchent pas. Alors, pour rappel, Susan a le pouvoir de créer des champs de force et manipuler la lumière, ce qui lui permet par exemple de se rendre invisible. Mais ses pouvoirs simples en apparence ne s'arrêtent pas là, et lui permettent de faire des trucs assez fous. Déjà, pour ce qui est de ses champs de force, ils sont bien plus puissants que ce que vous pouvez penser. Avec, elle peut se protéger d'attaques, comme des coups de Namor, des rayons d'énergie pouvant mettre KO la chose, elle peut bloquer des balles d'un à feu lambda, ou encore tanker une protection de chi très puissante d'Iron Fist. En utilisant l'armure d'Iron Man comme conduit, elle peut aussi en créer un assez grand pour protéger une ville entière. Ouais, une putain de ville carrément. Les griffes de Wolverine ne peuvent pas passer à travers, et attention, car c'est plus fou, mais peut créer un champ de force capable de tanker un rayon d'énergie cosmique d'un céleste et même de leur faire de gros dégâts. Et je vous le dis, pouvoir rivaliser avec des êtres comme des célestes, c'est pas donné à tout le monde. Même un bon gros blast du dévoreur de planètes qui est Galactus est le tank avec ses champs de force. Vraiment, quand tu vois ça, tu te demandes pourquoi ils l'ont foutu en healer et pas en tank dans Marvel Rivals. Enfin bref, vous l'aurez compris, ces champs de force ne lui servent pas juste à se défendre. Offensivement parlant, ils sont aussi très efficaces. Par exemple, elle peut créer un champ de force autour de la tête de Hulk pour le priver d'air et de le faire suffoquer, créer des sorts de tentacules pour rentrer à l'intérieur de ton corps et te faire bien douiller, détruire des vaisseaux cris d'un simple rayon, faire un trou dans un Doombot, ou encore créer des champs de force autour des poumons de Wolverine, le faisant atrocement souffrir à chaque respiration. Et d'ailleurs, en parlant du griffu, elle a aussi un jour rendu aveugle temporairement en rendant ses nerfs optiques invisibles. Car ouais, c'est un autre truc qu'elle peut faire. En fait, les pouvoirs de Susan sont limités seulement par deux choses. Son endurance, car elle n'a pas une énergie infinie. Et d'ailleurs, ça la fait souvent saigner du nez. Et le truc qui la limite, c'est son imagination. Donc ouais, Susan est vraiment pas sous-estimée, et c'est pas pour rien que Dr Doom dit que pour lui, elle est aussi forte que ses 3 compères des 4 fantastiques réunis. Et en même temps, ça m'étonne pas, elle peut repousser d'un seul coup tout plein de persos puissants. Et j'ai d'ailleurs bien hâte de voir ce qu'elle va donner dans le prochain film 4 fantastiques. Genre, est-ce qu'elle va être juste la copine de Reed comme les 2 premiers films, ou alors avoir un vrai approfondissement tel que La Chose, par exemple. Si comme moi vous n'avez pas eu de chance et avez fait la connaissance d'Hal Jordan dans le plus que pas ouf film Green Lantern avec Ryan Reynolds, je suis désolé pour vous. D'ailleurs, j'y pense, mais même dans les séries ou en film d'animation, il a pas l'air si fort que ça, et je me rappelle très bien de cette scène où il se fait victime par Darkseid, puis par des paradémons. En vrai, quand tu le vois, tu te dis que c'est juste le clown de l'équipe qui aime bien faire le malin. Et en vrai, c'est un peu le cas même en comics. Sauf que Hal est bien plus que ça. Déjà, faut se mettre en tête que Hal, c'est pas juste un Green Lantern parmi tant d'autres. Non, c'est le Green Lantern. Un peu comme Cyclope, mais d'une manière différente. Hal est un leader né qui sait gérer des groupes compliqués en tout genre. Que ce soit la Justice League Europe, les Green Lantern, ou même une coalition de tous les corps de Lanterne lors de la Blackest Night. Et vraiment, les mettre tous d'accord, c'était pas une mince affaire. Et s'il a obtenu autant de respect, c'est grâce à son charisme, certes, mais aussi grâce à sa plus grande force de Lanterne, sa volonté. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à pas mal sous-estimer, en mode c'est juste des constructions vertes, ça va rien faire contre des poids lourds. Et bah détrompez-vous, parce que c'est vraiment cheaté de fou, et ce, même avant le Flashpoint. Vraiment, les constructions de son anneau étaient juste abusées. Ça allait de simples outils pour bloquer un kryptonien à reconstruire carrément une ville entière, ainsi que tous ses habitants de manière réaliste, en passant par un moyen d'aider Superman à tracter la fucking planète Terre. Et niveau puissance, ça envoyait du lourd, puisqu'il pouvait non seulement déplacer la lune à lui tout seul, mais était aussi capable de défoncer des monstres de puissance, comme Cyborg Superman ou Mongul, qu'il a d'ailleurs défoncé à plusieurs reprises, genre c'était son souffle-douleur. Et truc de fou, il a accompli l'exploit de forcer son anneau à tirer assez d'énergie sur un des gardiens de l'univers pour le tuer, alors que de 1, c'est pas possible à cause de leur programmation, et de 2, le Boog, il possédait toutes les entités du spectre émotionnel. Ouais, c'est pas rien. Et ça, c'était juste ses pouvoirs de base avant le Flashpoint, parce que Hal, il en a eu des power-up. Après tout, il a déjà porté, en plus de son anneau de Green Lantern, un anneau de Red Lantern, lui donnant leur espèce de vomi magmatique signature, ainsi que des constructions rouges. Le tout, avant de devenir un genre d'hybride lanterne, mi-blue, mi-green pour le calmer, et en vrai, c'était plus une galère qu'autre chose, que ça switchait entre Green et Blue Lantern n'importe comment. Franchement, hyper chiant, mais c'est quand même un sacré exploit de porter ces deux anneaux en même temps. Et d'ailleurs, grâce à ces deux anneaux, il a quand même repoussé l'agent orange, après avoir été temporairement un membre du Orange Lanterne de l'avarice. Non, vraiment, il a tout fait. Il a même été un Yellow Lantern, comme son ennemi juré, Sinestro, et pire, il a été l'hôte de l'entité de la peur cachée à l'époque dans la batterie des Green Lantern, Parallax. Vraiment, à cette époque, il avait pété un câble, et pour en arriver là, il a pas hésité à s'attaquer à plein de ses collègues pour leur voler leurs anneaux, pour avoir enfin la puissance nécessaire pour recréer sa vie pour de vrai
grâce au pouvoir de la batterie principale. Sauf que bon, Parallax l'a corrompu, le rendant assez puissant pour envoyer ses créations détruire la Justice League, avant de simplement effacer l'univers de l'existence pour le reboot à sa façon. Ah, et après sa mort, il a aussi été l'incarnation du spectre de la vengeance. Et malgré tous ses feats complètement broken, après le Flashpoint, il est devenu encore plus puissant que ça. Là, le gars niveau puissance, il en avait plus rien à foutre. Genre Vla qui crée un soleil, qui fait saigner Superman, ou plus ouf encore, il fait un bouclier planétaire qui protège même la Terre d'une armée de Kryptoniens. D'ailleurs, c'est à croire qu'il a une dent contre eux quand tu vois comme il a défoncé Zod comme jamais, alors qu'ils étaient sur une planète avec 2 soleils jaunes. Ah, et niveau vitesse, il a fait des constructions qui peuvent presque rentrer dans la Force Véloce. Ouais, rien que ça. En même temps, Hal, il a eu pas mal de boosts au cours des New 52 et Rebirth. Et ce, grâce au gantelet de pouvoir du gardien de l'univers Krona, la première arme faite de volonté. Avec ça, il était tellement fort que rien ne pouvait l'arrêter, pas même lui-même en Parallax. Hal a même été capable de forger de lui-même son propre anneau de lanterne, en plus de devenir un être fait de volonté pure, à force d'utiliser le bordel. Et du coup, à quel point il est fort avec ça? Eh bien, il a fait jeu égal avec Sinestro boosté par Parallax, et a même fini par le vaincre, en plus de déclencher sa nouvelle attaque, une supernova verte, une attaque vraiment OP qui peut même contrôler maintenant. Alors autant vous dire que Hal a beau blaguer, perso, j'irais vraiment pas lui chercher des noises. Tout le monde pense qu'il est nul, alors qu'il est sans doute l'un des membres les plus puissants de la Justice League. Alors, pas autant que Superman quand même, mais il serait sans doute en dessous. En vrai, avec le nombre juste aberrant de super-héros qui existent, il y en a énormément qui sont sous-estimés, soit à cause d'adaptations qui ne les respectent pas, ou juste parce qu'ils font partie d'une équipe avec de plus gros flaships. Pourtant, c'est vraiment des personnages qui mériteraient bien plus d'attention, tellement leur potentiel est dément. Et en vrai, s'ils avaient plus d'attention, ça calmerait peut-être aussi un petit peu les auteurs, qui s'amusent peut-être des fois à trop les maxer. N'est-ce pas, Green Lantern? Enfin bref. Dites-moi si vous voyez d'autres personnages sous-estimés dont je pourrais parler dans un autre épisode, ou même des vilains si ça vous chauffe. Je pense qu'on a de quoi lancer un nouveau format avec ça. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, ciao!